Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc l'objectif de cette petite vidéo, ça va être de vous expliquer un petit peu donc, le TP que vous avez dû faire sur Audacity pour comprendre l'intérêt en fait et l'influence de l'échantillonnage et de la quantification sur la qualité d'un enregistrement sonore. Donc en fait, il y a deux paramètres qui vont être importants sur la qualité d'un fichier son. Ça va être tout simplement donc, ce qu'on appelle l'échantillonnage et la quantification. Donc c'est les deux choses que vous deviez voir. L'échantillonnage, on va passer assez rapidement dessus, ce qu'on appelle la fréquence en fait d'échantillonnage. En gros, si on simplifie, le signal sonore va être divisé en différentes parties par rapport au temps. C'est pour ça qu'on utilise une fréquence en Hertz. C'est un nombre de fragments par seconde. Donc là, vous avez dû travailler sur trois types d'échantillonnage différents, 8000 Hz, 22 050 Hz et 44 100 Hz. On ne dit pas que ça, c'est en fait un nombre par seconde. C'est-à-dire, en gros, ici, vous allez avoir 44 100 fragments de signal par seconde. Donc on est en fait sur une fragmentation dans le temps. Si on regarde par rapport à un signal sonore, on regardera tout à l'heure sur Audacity, c'est en fait voilà, par rapport au signal d'un point de vue horizontal, par rapport au temps. Dans le cas de la quantification, ça c'est différent, c'est par rapport à l'intensité du signal, c'est-à-dire plutôt au niveau de la hauteur, par rapport à l'axe des ordonnées, en gros, si on prend par rapport à la courbe. Donc ça on le verra également grâce à Audacity. Donc vous aviez différents petits documents qui vous expliquaient un petit peu la différence entre ces deux notions, échantillonnage et quantification. Je ne vais pas revenir là-dessus, puisque justement ça va être l'objectif finalement du TP. Première partie, mettre en évidence l'influence de la fréquence d'échantillonnage. Donc pour ça, en fait, on avait deux signaux à étudier, deux sons. Donc un signal échantillonné à 44 000 Hz et un signal échantillonné à 3100 Hz. Donc ce sont deux signaux « Je suis ton père », c'est tout simplement voilà, une phrase qui a été prononcée par une personne qui s'est enregistrée, une phrase assez célèbre, si vous connaissez un petit peu le cinéma. Et donc si on prend ces deux signaux, qui sont ici, d'accord? Donc on écoute le premier. Je suis ton père. Et puis le second. Je suis ton père. Voilà, je pense que tout le monde a bien vu, tout le monde a bien compris qu'en fait, le signal qui a une fréquence plus faible, qui est ici, est en fait de beaucoup moindre qualité que celui qui a une fréquence d'échantillonnage plus élevée. Donc ici la question, écoutez chacun des deux fichiers et quel est l'effet de l'échantillonnage sur le son perçu. Plus la fréquence d'échantillonnage est élevée, plus le son est de bonne qualité et est fidèle éventuellement à un son qui aurait été pris comme référence. Ici l'enregistrement de la voix au niveau d'un micro. Donc on voit tout de suite l'influence de cette fréquence sur la qualité sonore. Plus la fréquence est élevée, plus le son est de bonne qualité. Alors pour ça, on va essayer de le revérifier directement avec un son qu'on va nous-mêmes modifier. On vous demande de commencer donc avec le logiciel Audacity sur un fichier qui est en fait tout simplement une note jouée à la clarinette, qui est très fidèle au son d'origine, puisqu'on est à une grande fréquence, ici 44 100 Hz. Donc pour ça, comme on vous l'expliquait, téléchargez le fichier sur votre ordinateur au niveau de l'ENT, et puis ensuite on va l'étudier avec Audacity. Donc ici, je vais ouvrir le fichier qui m'intéresse, c'est-à-dire le fichier clarinette à 44 100 Hz. Voilà le fichier qui s'affiche. On me demande ensuite de modifier la fréquence d'échantillonnage à l'aide du cadre qui est ici tout en bas du logiciel. Donc là, en fait, on va choisir une fréquence d'échantillonnage qui est celle de référence au départ 44 100 Hz, mais divisée par 2, donc 22 050 Hz. Et en fait, je vais enregistrer ce fichier en faisant exporter en fichier WAV, qui est ici en fait le format d'enregistrement de notre fichier d'origine. Donc on va utiliser le même. Voilà, on va juste changer son nom. Ici, on est sur une fréquence de... Elle est écrite tout en bas ici, vous voyez, c'est facile à retrouver, 22 050 Hz. J'enregistre. Voilà. Ça, on valide, il n'y a pas d'information importante à ramener. Vous remarquez au passage que sur le son qui est ici, pour l'instant, il n'a pas été modifié, c'est toujours le son d'origine. On le retrouve d'ailleurs ici, le nom, 44 100 Hz. Donc, je vais pouvoir continuer à faire la suite, c'est-à-dire enregistrer un nouveau fichier, mais cette fois-ci avec une fréquence d'échantillonnage qui est à 8000 Hz. Beaucoup plus faible que celle de tout à l'heure. Pareil que tout à l'heure. On exporte en .wav. Et puis ici, on va donc mettre 8000 Hz comme fréquence d'échantillonnage. On valide. Voilà.
Qu'est-ce qu'on me demande de faire ensuite? Une fois qu'on a fait donc ici un 22050 Hz et 8000, on va tout simplement en fait regarder les trois fichiers ensemble avec Audacity. Donc là j'ai déjà le premier, alors je ne vais pas faire fichier ouvrir parce que ça va m'ouvrir un nouveau fichier qui va remplacer le précédent. Moi je veux que les trois s'affichent l'un en dessous de l'autre. C'est pour ça qu'on vous demande d'utiliser la fonction importer. Le fichier audio, et puis on va importer le fichier à 22050 Hz qui s'affiche donc en dessous. Vous voyez ici les noms qui s'affichent, 22000, alors on ne voit pas le nom complet, mais on a compris que c'était bien différent du précédent. Et puis on va importer le troisième qui est ici à 8000 Hz. Il est là. Voilà. Déjà, première chose, quand on regarde en fait l'allure de ces trois signaux, on voit qu'il y a une différence. Ils se ressemblent énormément, c'est normal, c'est le même signal. Mais notamment quand on regarde la partie haute ou la partie la plus basse du signal, on voit qu'il y a des petites différences. Ici, on a des petits creux qui s'affichent. Et puis c'est nettement visible ici sur ce fichier-là. Donc je rappelle, grande fréquence d'échantillonnage pour celui-ci. La plus faible, c'est celui qui est en bas. On nous demande ensuite, dans le document, d'aller tout simplement zoomer un petit peu sur la partie du signal qui nous intéresse. On prend un peu au hasard, l'important c'est de vérifier au même endroit. Et donc c'est là qu'on va vérifier donc, cette histoire d'échantillonnage. Je zoome avec l'outil zoom qui est ici, je clique avec la souris. On a l'impression, quand vous regardez pour l'instant en zoomant, que le signal est parfaitement identique sur les trois fichiers. Mais en fait, à force de zoomer, on voit quand même qu'il y a des différences. Voilà. Et là, on a clairement vu une différence sur ces trois fichiers. Ici, quand la fréquence est très élevée, on remarque que le fichier reste quasiment continu. On est vraiment sur une courbe qui est continue, alors qui est très déformée, c'est normal, on n'est pas sur un son pur, on est sur un son complexe. Sur ces notions-là, je vous invite à retourner voir sur les débuts de nos cours sur l'acoustique. Là, on est sur un son qui est complexe, avec un instrument qui comporte beaucoup d'harmoniques, qui est la clarinette. Et puis par contre, quand on regarde en dessous, ça reste de la clarinette, mais par contre, le son, il est reproduit d'une manière différente. Et en fait, c'est ça, cette histoire d'échantillonnage. On va prendre la courbe qu'on va diviser en secteurs verticaux. D'accord? C'est-à-dire ici, en fait, on va prendre sur une seconde, vous voyez ici, vous avez l'intervalle de temps qui est représenté en haut. Ça, c'est le temps en secondes. On va les diviser ça sur un certain nombre d'échantillons. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir une courbe plus ou moins fidèle. Là, vous voyez clairement que dans le troisième fichier, en fait, la fréquence d'échantillonnage est très faible. Donc, on a un nombre d'échantillons par seconde qui est beaucoup plus faible. On est à 8000 échantillons par seconde. Donc, du coup, en fait, finalement, quand on regarde un petit peu les fichiers, on va se rendre compte, alors même si celui-ci, en zoomant un peu plus, on va commencer à voir aussi son échantillonnage, mais clairement, on voit que ce fichier qui est ici comporte beaucoup plus d'informations et on a une courbe qui est bien lisse, d'accord, contrairement à celui-ci qui est beaucoup plus haché. On pourrait éventuellement aller se déplacer le long de la courbe, aller chercher à des endroits précis pour montrer qu'il nous manque éventuellement certaines informations. Là, par exemple, si on zoome, on se rend compte que, par exemple, ici, on a l'impression que le point le plus bas de la partie de la courbe arrive à cet endroit-là, alors que sur la courbe au-dessus, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas à cet endroit-là, c'est quelques microsecondes plus tard. On voit qu'il y a un autre signal qui est plus bas que le précédent, mais qui n'est pas visible sur ce signal-là. Et ça, c'est bien visible également sur celui-là. Donc on voit l'intérêt ici d'avoir un échantillonnage élevé. Quand on a une fréquence d'échantillonnage élevée, en fait, on a un signal qui est le plus fidèle possible au signal d'origine. Donc c'est ce qui était demandé dans le document. L'effet de la fréquence d'échantillonnage sur la forme du signal obtenu. Plus la fréquence est élevée, plus la forme du signal est continue, alors que du coup, quand la fréquence est faible, on a un signal qui est vraiment haché, qui est morcelé, qui est vraiment divisé en des portions très distinctes, et du coup, ça va rendre le signal de moins bonne qualité. C'est justement ce qu'on vous demande d'expliquer ici, l'inconvénient du coup de la fréquence d'échantillonnage faible, c'est tout simplement que le signal est très peu fidèle au signal d'origine et donc la qualité est vraiment très mauvaise. Ça, on ne l'a pas vérifié avec Audacity, mais on peut le faire. Donc ici, par exemple, je clique sur Solo pour qu'il ne joue qu'une seule voix sur les trois. Donc par exemple ici, la clarinette avec une fréquence d'échantillonnage la plus élevée. On écoute ce que ça donne. Voilà. Maintenant, si j'écoute uniquement le son de la clarinette avec une fréquence d'échantillonnage plus faible à 22050 Hz,
à l'oreille, on ne sent pas une grosse différence entre les deux signaux. On a l'impression qu'ils sont quasiment identiques. On écoute le dernier avec la fréquence d'échantillonnage très faible. Bon, là, je ne sais pas si vous l'avez entendu au niveau de l'oreille, mais ça s'entend assez clairement quand même que le son est complètement différent du son de très bonne qualité qui est ici en haut. Et là, voilà. On sent que le son est de moins bonne qualité, ou en tout cas il est moins fidèle. C'est pas un vrai son de clarinette, ça ressemble plus à une espèce de sirène de bateau. Voilà. Il manque en fait une qualité sonore de l'instrument, notamment par rapport aux harmoniques. Ça c'est aussi par rapport à nos chapitres. Plus l'instrument est complexe, plus il va comporter d'harmoniques. Ici, le fait de réduire la fréquence d'échantillonnage, ça diminue le nombre d'harmoniques dans le signal. Donc on n'est pas sur un vrai son de clarinette, on est sur une espèce d'imitation du son de clarinette, mais voilà, qui est de beaucoup moins bonne qualité que le son précédent. Alors ça, on va le retrouver aussi avec un autre paramètre qui est justement la quantification du signal. Donc ici, l'inconvénient de la fréquence d'échantillonnage, c'est vraiment une qualité qui est plus faible. Le signal est moins fidèle à l'original. Dans l'explorateur de documents, on vous demande de regarder aussi par rapport à la taille d'enregistrement des fichiers. Donc pour ça, on va aller voir dans le dossier d'enregistrement. Donc voilà, ça, c'était mon fichier d'origine. Ça, c'est les deux fichiers que j'ai enregistrés tout à l'heure. On remarque ici, donc là, si vous n'avez pas cet onglet qui s'affiche, il suffit de faire clic droit dans les onglets, puis vous faites apparaître ici taille. Vous avez la taille en kilo-octets de nos fichiers. Et donc ici, on remarque que celui qui a la fréquence d'échantillonnage la plus grande, c'est le fichier qui est le plus lourd, qui prend le plus de place sur le disque dur, à 376 kHz, ce qui est logique finalement, puisqu'en fait c'est celui qui comporte le plus d'informations. Le fichier est très fidèle, le son est de très bonne qualité, parce qu'il comporte beaucoup d'informations, donc forcément il prend plus de place sur le disque dur. Au passage, vous remarquez qu'il y a proportionnalité, puisqu'ici, le fichier à 44 100 Hz a une taille de 376 kHz. Le fichier qui avait une fréquence divisée par 2 à 22 050 Hz, et du coup, on a une taille qui est de 188 kHz, c'est-à-dire la taille du fichier précédent également divisée par 2. Alors là, ici, il faudrait qu'on calcule le coefficient de proportionnalité qui est un peu différent, mais voilà, là, ça se voit bien, puisque le coefficient, il est 2. Je divise la fréquence par 2, je divise la taille de mon fichier par 2. Donc, on perd en qualité, mais on gagne finalement en place sur notre disque dur, et notamment par rapport à un transfert, si on veut mettre sur une clé USB, si on veut mettre sur un disque, ou si on veut faire un téléchargement par Internet, forcément, plus les fichiers sont lourds, plus ils sont volumineux, plus ça va prendre de temps pour les télécharger. Donc ici, la taille d'enregistrement, il suffit simplement de noter les trois valeurs qu'on a vues tout à l'heure dans le document. L'intérêt de diminuer la fréquence d'échantillonnage, on l'a vu, plus la fréquence est faible, plus le fichier est petit, moins il prend de place sur le disque dur, et pour un téléchargement éventuel, du coup ça prendrait beaucoup moins de temps. L'inconvénient, c'est que le fichier est beaucoup moins bon en termes de qualité. Alors, il est vraiment beaucoup moins fidèle à l'original, et la qualité est vraiment très très faible. Donc c'est un compromis à faire entre la qualité de votre son et la place qu'il va prendre sur votre disque dur ou la durée du téléchargement. Deuxième paramètre qu'il faut tenir compte quand on fait la numérisation d'un signal, c'est ce qu'on appelle la quantification. Donc la quantification, je vous ai expliqué un petit peu, c'est finalement cette fois-ci le son qui va être reproduit, mais au niveau de l'axe des ordonnées. Si je reprends tout à l'heure sur Audacity, même si ce n'est pas ces fichiers-là qu'on va étudier, voilà, on va regarder en fait sur l'axe des ordonnées. Ici, on va les diviser. Tout à l'heure, on a divisé sur l'axe des abscisses en différents échantillons. On voit bien la différence qui est ici. Là, ici, par contre, on va diviser l'échantillon, mais verticalement, de haut en bas, de la valeur la plus haute à la valeur la plus basse, qui serait ici par exemple. Et on va diviser en un certain nombre d'échantillons. Là aussi, on va voir quelle est l'influence de ce nombre d'échantillons sur la qualité du signal. Donc pour ça, on va faire un nouveau fichier. On me demande dans le document d'utiliser les fichiers qui sont Curie. Donc pour ça, on nous demande d'abord d'écouter les trois fichiers Curie. On va les faire, ils sont ici. Curie 2, Curie 4 et Curie 8 qui sont en fait notés par rapport au nombre de bits, puisque l'échantillonnage c'est par rapport à un nombre de bits, on appelle ça, c'est en gros le nombre d'échantillons justement verticalement, en combien d'échantillons on a divisé, et en fait c'est pas le nombre 8, 4 ou 2, c'est pas parce que c'est un nombre de bits que le signal est divisé par 2, ça je vous l'expliquerai tout à l'heure. On écoute les trois fichiers et on regarde un petit peu la qualité. Curie 8. On ne fait jamais attention à ce qui a été fait, on ne voit que ce qui reste à faire.
Voilà. Donc on est sur une citation pardon, de Marie Curie, mais qui a été enregistrée par un homme ici. Hein. Mais c'était bien à la base Marie Curie qui avait fait cette citation. Ensuite, 4 bits. On ne fait jamais attention à ce qui a été fait, on ne voit que ce qui reste à faire. Voilà, donc le son est encore audible, on arrive à comprendre ce qui est dit, mais on sent que la qualité est moins bonne, notamment par rapport à tout ce qui se passe derrière la voix de la personne qui s'enregistre. Le dernier, celui qui comporte donc la quantification la plus faible. On ne fait jamais attention à ce qui a été fait, on ne voit que ce qui reste à faire. Voilà, et là clairement on voit que le son cette fois-ci est vraiment de très mauvaise qualité, aussi bien dans les paroles, dans les phrases qui sont dites, même si on arrive encore à comprendre le sens des mots, mais voilà, la qualité est vraiment très très faible. Donc là encore une fois, hein, l'effet de la quantification sur la qualité du son, c'est tout simplement le fait que plus la quantification est grande, plus le nombre de bits est important, plus la qualité est bonne au niveau du son. Plus la quantification est faible, moins bonne sera la qualité du son. Alors ça, on le revérifie aussi avec Audacity pour essayer de comprendre ce que c'est que cette histoire de quantification. On ouvre les 3 fichiers. Audacity, il est là. J'ouvre le premier, donc celui qui a la quantification la plus grande. Et puis encore une fois, je vais ouvrir les 3 en même temps, donc je vais faire importer le 4 et le 2. Voilà. Et là, clairement, sans même zoomer, en fait, on voit tout de suite une différence au niveau de la forme des signaux, puisque là, on a un signal qui est très complexe, qui est vraiment très haché et avec vraiment beaucoup d'informations. Puis quand on diminue la quantification, quand on diminue le nombre de bits d'informations, du coup, on voit que le signal change. Et dans le cas, par exemple, ici, où on est sur la quantification la plus faible, on voit que le signal, en zoomant, hein, on va s'en rendre compte, finalement, ça devient un simple signal créneau avec seulement quelques informations et il nous manque beaucoup de choses. Là, on est sur un signal qui reste continu, avec beaucoup d'informations. Là, vous voyez par exemple sur cette portion de courbe, on voit clairement qu'il y a plein d'informations ici, qu'on retrouve un petit peu dans cette zone-là, mais beaucoup moins. Vous voyez par exemple ici, en fait, c'est moins fidèle que le signal précédent. Et puis pour le dernier signal, lui, il a l'impression qu'en fait, c'est la même chose. Voilà. Donc il va nous donner une seule information sur toute cette partie-là du signal, alors qu'en fait, il y a peut-être des choses plus importantes, pas mal d'informations, mais qu'on ne verra pas sur ce signal. Alors cette histoire de quantification, je vous l'ai dit, c'est une division du signal sur l'axe des ordonnées en gros. Et là en fait on est par exemple, je prends le cas de 2 bits puisque c'est le cas le plus simple, un signal qui est sur 2 bits en fait comporte 4 informations. En réalité à la base c'est 4 informations, mais comme ici le signal doit être symétrique, on va en garder finalement que 3. Et vous regardez que les 3 informations on les connaît finalement. C'est soit le signal est à 0, c'est les points qui sont ici, soit le signal est à plus 1, par exemple, on va dire que ça c'est la valeur plus 1, et puis en dessous on va être à la valeur moins 1. Et ça s'explique tout simplement parce qu'en fait la quantification d'un signal, ça se fait par un nombre binaire, c'est-à-dire en fait soit 0, soit 1, et ici on est sur 2 bits, c'est-à-dire qu'en fait on a 2 chiffres, soit 0, soit 1, mais pour chacun de ces 2 chiffres, ce qui nous donne 4 possibilités, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Ça, c'est les 4 informations possibles, mais je vous ai dit, pour ce signal, comme on est sur un son qui est symétrique, il faut qu'on garde une symétrie par rapport à l'origine, par rapport à l'axe des abscisses. En fait, on va garder que 3 informations. Et donc, ça sera soit le 0, soit ici en haut, on pourrait dire que ce soit par exemple le 0, 1, et puis ici, la valeur négative, ce serait le 1, 0. Voilà. Et donc, du coup, la dernière, on l'oublie, on ne l'utilise pas. Donc, forcément, cette quantification-là va nous faire perdre énormément d'informations. On reprend cette partie du signal qu'on a vu ici. On voit que voilà, le signal a beaucoup d'informations ici, mais dans cette partie-là du signal, en fait, on a l'impression que tout est uniforme et que c'est toujours la même chose. Alors, je vais revenir sur le son d'origine, puisque dans le TP, on me demande d'aller chercher une partie du signal très précise qui est en fait la syllabe « fait ». Alors, il y en a 2 dans le signal. Si vous écoutez bien, je vais prendre le son de meilleure qualité, ici solo, pour qu'on n'entende que celui-là et pas les 3 en même temps, sinon ça va être incompréhensible. Et on va aller chercher la syllabe « fait ». On ne fait jamais attention à ce qui a été fait, on ne voit que ce qui reste à faire. Voilà. Et en fait, il y en a 2, des faits, c'est dans cette zone-là,
on ne fait jamais attention, donc ici, hein, à ce qui a été fait dans cette zone-là. Je vous le refais écouter. Hein. On ne fait jamais attention à ce qui a été fait, Et on ici. ne voit que ce qui reste à faire. Donc on peut choisir l'un ou l'autre, puisqu'en fait le résultat sera le même. Je vais choisir cette partie-là. D'accord. Et donc là, hein, toujours pareil, comme tout à l'heure, quand on zoome, on remarque ici le signal est très complexe avec énormément d'informations. Ce nombre d'informations va diminuer quand on a réduit la quantification, donc le nombre de bits. On a beaucoup moins d'informations. Et là, bah donc dans le cas où on est seulement sur 2 bits au total, forcément le nombre d'informations est complètement perdu. Vous remarquez par exemple ici dans cette zone-là qu'on a une partie de la courbe qui est au-dessus de 0, au-dessus de l'axe des abscisses. Ben en fait, sur ce signal-là, il ne s'en rend même pas compte. Puisque finalement, voilà, comme on a réduit le nombre d'échantillons, comme on a réduit le nombre de possibilités, ben lui, il va faire une simplification du signal. Il va se dire, bon, ben, la valeur la plus proche qui m'intéresse, finalement, c'est 0. Donc on va choisir valeur égale 0, sans réfléchir à vraiment la vraie valeur qui était finalement légèrement positive. Donc, par rapport en fait au document, on me demande donc ici hein, quel est l'effet de la quantification sur la forme du signal obtenu. Ben, en fait, plus la quantification est élevée, c'est-à-dire plus le signal comporte un nombre de bits élevé, plus le signal est de bonne qualité et plus la forme du signal va être une forme complexe, continue, avec énormément d'informations. Si on diminue le nombre de bits de codage, en fait, on va perdre en nombre d'informations, il y aura moins d'informations dans notre signal, on va perdre en qualité, du coup, hein, le signal est vraiment de très très mauvaise qualité. Au passage, ce n'était pas forcément demandé dans l'énoncé, mais si on va voir les différents fichiers, vous remarquez qu'ils ont par contre la même taille. C'est-à-dire qu'ici, hein, 60 kilo-octets, 60 kilo-octets, 60... Donc en fait, on ne va pas modifier réellement la taille du fichier, alors qu'on a clairement une différence de qualité du son. Donc pour vraiment avoir une taille de fichier importante, ça va se jouer, vous voyez ici, hein, comme on l'avait vu sur la clarinette, sur la fréquence d'échantillonnage en Hertz, par rapport à cette division, on l'a vu, hein, division sur l'axe des abscisses. Combien d'échantillons par seconde? Là, vous voyez que l'échantillonnage par seconde, il est le même. On a à chaque fois un signal, un signal, un signal au même endroit, contrairement à tout à l'heure. Par contre, voilà, le nombre de signaux à la verticale, là, est complètement différent. Mais changer la quantification du signal ne change pas finalement la taille de votre fichier, puisque vous gardez le même nombre d'échantillons par seconde. Là, on est sur, on voit, hein, c'est écrit ici, 11 025 Hz. Donc on est bien sur 11 025 échantillons par seconde. Vous voyez, hein, 11 025 échantillons par seconde, si on devait compter, pour les 3 fichiers. Donc ils ont la même taille, c'est normal. En revanche, la qualité reste quand même beaucoup moins bonne pour celui-ci, et ça c'est dû en fait à la quantification, c'est-à-dire sur combien de bits on va coder le signal. En conclusion, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va tout simplement pouvoir dire que si on veut un son qui est de la meilleure qualité possible, eh bien, il va falloir l'enregistrer avec une fréquence d'échantillonnage et un nombre de bits de codage le plus important possible, hein, ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage et la quantification. Voilà. Plus vous augmentez cette fréquence d'échantillonnage et cette quantification, plus vous allez avoir un signal qui est de très très bonne qualité. Attention par contre, avec la fréquence d'échantillonnage, plus elle est élevée, plus votre fichier va être gros sur votre disque dur et va être lourd et va être difficile éventuellement à transférer par mail ou par Internet en règle générale. Voilà, j'espère que cette correction de l'activité vous a permis de bien comprendre cette différence entre l'échantillonnage et la quantification et donc l'influence que ça peut avoir sur la qualité d'un son. Et je vous invite du coup à continuer cette étude de la qualité sonore par rapport à l'échantillonnage et la quantification avec les autres activités qui sont dans votre livre et que je vous ai demandé de faire. Voilà, à bientôt!